Le cuir du fauteuil de mon petit appartement se décollait comme un papier peint bon marché. Mais il était à moi. C'était ma devise. Autodidact, independent. J'avais 28 ans, j'étais graphiste freelance et pleinement satisfaite de mon indépendance chèrement acquise. Soudain, le téléphone sonna. Une voix grave et formelle se présenta. Harold Sterling, exécuteur testamentaire d'Arthur Sterling. Mon cœur ne rata pas un battement. Il s'arrêta net. J'ai le regret de vous informer que votre grand-père, Arthur Sterling, est décédé récemment, dit-il d'une voix glaciale. Mon grand-père, un homme que je n'ai jamais connu, dont je n'ai jamais entendu parler. Ce fut un véritable coup de poing dans l'estomac qui fit voler en éclats mon monde soigneusement construit. Et vous, mademoiselle Olivia Sterling, êtes l'unique héritière de l'intégralité de sa fortune. Un mélange toxique d'excitation et d'appréhension m'envahit. Une fortune valant des centaines de millions. La phrase suivante me brisa le cœur. Je dois également vous informer que certains membres de votre famille ont manifesté leur intérêt pour la succession. Notamment vos parents. Mes parents biologiques, ceux qui m'avaient abandonné il y a 19 ans, étaient soudainement de retour dans ma vie. Ils n'étaient pas là pour tourner la page, mais pour l'argent. Je savais que ce ne serait pas un simple héritage, mais une véritable guerre. Le souvenir de cet appel téléphonique me hantait, rouvrant de force la porte que j'avais claquée 19 ans plus tôt. J'avais 9 ans lorsque James et Sarah Winters, mes parents biologiques, ont décidé que je leur étais inutile. Ils n'étaient pas toxicomanes, mais escrocs. Leur vie n'était pas synonyme de stabilité, mais de prochains gains, de prochaines arnaques pyramidales, de prochains versements frauduleux à l'assurance. Ils m'ont trimballé à travers 3 États, me faisant dormir dans des motels miteux et me nourrissant de plats à emporter. Leur dispute, à la fois calme et frénétique, n'avait rien à voir avec des dettes de jeu, mais avec la façon d'effacer leurs traces avant que la justice ne les rattrape. Le jour où ils m'ont abandonné reste un souvenir douloureux et précis. C'était un mardi soir froid en Oklahoma. Ma mère, Sarah, m'a dit que nous jouions à un jeu. On va se cacher, ma chérie, et tu dois nous attendre ici. Si quelqu'un pose des questions, tu ne nous reconnaîtras pas. Elle m'a déposé sur un banc délavé devant un bâtiment en briques rouges austères. L'orphelinat du coin. Mon père, James, m'a donné une montre en plastique bon marché. Quand la grande aiguille arrivera à midi, on sera de retour, a-t-il promis, le regard vide. J'ai regardé leur vieille berline disparaître au bout de la rue et je me suis accroché à cette vague promesse. La grande aiguille a atteint midi, puis 1, puis 2. Ils ne sont jamais revenus. Pendant les 9 années qui ont suivi, le système de famille d'accueil a été mon univers. L'instabilité était mon quotidien. J'étais déterminé à être invisible, à ne rien exiger de personne. Mais un jour, à 15 ans, je me suis retrouvé chez Hélène. Ce n'était pas une héroïne dans un manoir. C'était une institutrice à la retraite, discrète, qui vivait dans une maison simple embaumant la cannelle et les vieux livres. Hélène ne m'a jamais posé de questions sur mes parents, ne m'a jamais forcé à pleurer, mais elle exigeait des efforts. Elle m'a appris à canaliser ma colère dans mes études et mon énergie créative dans le design. Tes circonstances ont été choisies par eux, Olivia, me disait-elle en tapotant mon cahier. Mais ton avenir, lui, ne dépend que de toi. Hélène était mon roc, mon premier et unique point d'ancrage dans un monde qui avait tenté de me faire dériver. À 18 ans, j'étais prête, financièrement et émotionnellement, à entrer dans le monde. Grâce à elle. À présent, au seuil de cette fortune, je savais que la trahison de mon enfance serait bientôt exploitée par ceux-là même qui l'avaient provoquée. Ils n'avaient pas seulement abandonné une enfant. Ils avaient créé une survivante. Et cette survivante allait bientôt les affronter. Ma vie, bâtie sur une résilience durement acquise et des petits boulots de designer à $40 de l'heure, allait bientôt se heurter à une fortune inimaginable. J'ai rencontré M. Sterling Herald, qui a insisté pour que je l'appelle 3 jours plus tard à son bureau du centre-ville. L'immeuble était tout de marbre poli et de pot de vin. Le genre d'endroit qui avale les secrets et recrache les contrats. Harold Sterling était tout ce que la voix au téléphone laissait présager. Précis, stoïque, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel, il exposa les faits sans embâge, d'une voix totalement dénuée d'émotion. Mon grand-père, Arthur Sterling, était un titan de la tech, un homme reclus réputé pour son sens aigu des affaires et son intégrité à toute épreuve. Sa mort subite, d'une crise cardiaque, avait été étouffée par sa société pendant 1 semaine. Il possédait des brevets, des biens immobiliers sur 3 continents et un empire financier d'une complexité colossale. J'avais été désignée unique héritière, non seulement des 8 millions de dollars d'actifs liquides mentionnés lors de notre première conversation, mais de l'ensemble du groupe Sterling Holding. Votre grand-père, mademoiselle Winters, dit Harold en ajustant ses lunettes, était au courant de votre existence. En fait,
Il avait veillé à votre sécurité et à votre éducation depuis l'âge de 9 ans par le biais d'une fiducie confidentielle gérée par cette société. Il n'a jamais pris contact avec vous, persuadé que toute ingérence compromettrait votre autonomie. C'était une consolation étrangement froide. Mon abandon n'était pas passé inaperçu, mais mon protecteur était devenu un fantôme lointain et pragmatique. Il aborda ensuite la complication, la famille. Harold expliqua que mes parents, James et Sarah, avaient déjà contacté l'entreprise, arguant que, puisque leurs droits parentaux n'avaient jamais été formellement et irrévocablement révoqués par l'État, mais simplement abandonnés en échange d'argent, ils conservaient un droit légal. Il soutenait qu'une bénéficiaire de 28 ans, ayant grandi en famille d'accueil, était inapte à gérer un empire commercial et qu'en tant que ses tuteurs biologiques, ils devaient en prendre la tutelle. Ils ont engagé des conseillers agressifs, prévint Harold, son regard croisant enfin le mien. Et ils pensent que c'est leur deuxième chance de s'enrichir. Ils misent sur le chaos d'un testament complexe pour exploiter l'ambiguïté de votre passé. Nous devons présenter un front uni et résolu lors de la lecture du testament la semaine prochaine. Je veux que vous compreniez bien, Olivia, qu'ils ne viennent pas pour des retrouvailles. Ils viennent pour les clés. J'acquiesçai, le mot « clé » résonnant comme un poids de métal froid contre ma paume. Je n'étais plus une créatrice indépendante. J'étais une cible. Et pour la première fois depuis ce douloureux mardi en Oklahoma, j'ai entrevu la détermination froide et implacable qui caractérisait Arthur Sterling. Je ne défendais pas seulement une fortune, je défendais la vie que j'avais bâtie sans eux. Le jour de la lecture du testament ressemblait moins à une cérémonie officielle qu'à une exécution. Le salon privé d'Harold, tout en acajou, était plongé dans un silence feutré. Pourtant, l'air vibrait d'une énergie frénétique et désespérée. Je portais un costume gris anthracite, de ceux qui crient compétence, non richesse, une armure délibérée contre le spectacle que je savais imminent. J'étais déjà assis quand ils arrivèrent. La porte s'ouvrit brusquement et ils apparurent. James et Sarah Winters. 19 ans les avaient transformés. Ils n'étaient plus les arnaqueurs bedonnants et frénétiques dont je me souvenais. Ils étaient élégants, vêtus de vêtements de créateurs qui semblaient taillés sur mesure pour un magazine. Pourtant, leurs yeux conservaient cette lueur affamée et calculatrice. Le visage de ma mère, tendu par le maquillage, s'illumina d'un large sourire théâtral. « Olivia, notre précieuse fille. » Sarah s'est précipitée vers moi, tentant une étreinte que j'ai esquivée avec raideur. Son parfum était entêtant, un nuage sucré et écœurant d'affection forcée. Mon père, James, s'est approché avec une sincérité calculée, mais totalement creuse. « Nous n'avons jamais cessé de penser à toi, ma chérie. Pas un seul jour. Que s'est-il passé? Ce n'était jamais de ta faute. » Il a essayé de prendre ma main, mais je l'ai serrée fermement sur mes genoux. Jamais de ma faute. Cette phrase sonnait comme un mensonge délibéré, conçu pour préparer le terrain à leur prochaine arnaque. Harold Sterling s'est raclé la gorge, sa présence imposant une certaine stabilité dans la pièce. Il a commencé la cérémonie, lisant le texte élégant et précis d'Arthur Sterling. L'introduction détaillait la gratitude de mon grand-père pour la vie qu'il avait vécue, son engagement envers l'innovation et son désir absolu de transmettre son héritage à la personne qu'il jugeait digne. Puis vint la déclaration centrale, les mots qui justifiaient enfin leur grand retour. Mon grand-père milliardaire m'a tout légué. Un manoir et 200 millions de dollars. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. James et Sarah échangèrent un regard, non pas de fierté, mais de pur triomphe cupide. James se pencha en avant, interrompant Harold avant qu'il ne puisse poursuivre avec les détails des fiducies et de la propriété du groupe Sterling. « Excusez-moi » intervint James d'un ton suave. « C'est certes un geste appréciable, mais une somme colossale pour une jeune femme qui, franchement, manque d'expérience et de conseils. Heureusement pour Olivia, Sarah et moi sommes là. Mes parents, qui m'ont abandonné il y a 19 ans, sont apparus comme par magie lors de la lecture du testament. » Sarah posa une main parfaitement manucurée sur la table, son sourire se muant en une expression froide et triomphante. « Nous comprenons nos obligations légales et sommes prêts à reprendre notre tâche immédiatement. Eh bien, ouvrez un compte joint pour la gestion. » Naturellement, elle marqua une pause, savourant l'instant. Le parfait méchant dans cette pièce de théâtre. « Nous sommes vos tuteurs, » dirent-ils avec un sourire narquois. À cet instant précis, la porte de la salle de conférence s'ouvrit avec un léger clic. La jeune collaboratrice d'Harold Sterling, une femme vive nommée Eleanor, fit entrer un chariot débordant de classeurs, de dossiers et d'un grand écran numérique. Harold Sterling se leva lentement et calmement et contourna la table en acajou pour se placer juste derrière moi. Son regard ne se posait pas sur mes parents, mais directement sur la pile de documents, et un sourire léger, presque imperceptible, effleura ses lèvres. Mais lorsque mon avocat entra, il pâlit.
Un silence glacial s'abattit sur la pièce, seulement troublé par le bourdonnement discret de l'ordinateur portable d'Eleanor. James et Sarah, qui quelques secondes auparavant planifiaient avec une suffisance insolente mon avenir financier, fixaient maintenant la montagne de classeurs avec une expression d'horreur naissante et morbide. Leurs masques lisses et brillants se fissurèrent. Harold Sterling regagna sa place, mais son attitude avait changé. Il n'était plus un simple manager. Il était un gladiateur se préparant au combat. « Et Madame Winters ?» commença Harold d'une voix sèche et posée. « Vous prétendiez être le tuteur de Mademoiselle Winters. Je crois que vous vous fondez sur une fiction juridique, une fiction que vous entretenez opportunément pour servir vos intérêts financiers actuels. » Il fit un signe de tête à Eleanor, qui projetait un document numérisé sur le grand écran. « Lorsque vous avez abandonné votre fille de 9 ans le 14 octobre, il y a 19 ans, l'État d'Oklahoma a engagé des poursuites. Mais Arthur Sterling, votre père, est intervenu. Il a mandaté ce cabinet pour gérer les complexités de l'affaire. Et tandis que vous, M et Madame Winters, avez volontairement renoncé à vos droits parentaux en échange d'un règlement modeste censé, selon vous, couvrir les frais de déménagement. » Harold marqua une pause, laissant planer le doute. Monsieur Sterling a insisté pour que le tribunal prononce une déchéance formelle et irrévocable de tous les droits parentaux. Il l'a fait précisément pour s'assurer que vous ne puissiez jamais revenir interférer dans la vie ou le bien-être financier d'Olivia. Ce document, signé par un juge aux affaires familiales, est l'ordonnance finale datée du 10 décembre 19 ans. Il y a quelque temps. Sarah Pallett. Elle fixa James, les yeux écarquillés, dans une accusation silencieuse et frénétique. C'est un mensonge. Nous avons signé un accord, pas une rupture de contrat, rugit James en frappant du poing sur la table. Les documents juridiques s'entrechoquèrent. Mon père nous a payés, puis il nous a volé notre fille. Il a fabriqué ce décret. La fabrication est une accusation grave, Monsieur Winters, dit Harold calmement, sans se laisser perturber par le bruit. Il fit signe à Eleanor, qui sortit une série de relevés financiers et de photos de surveillance. Eleanor, montrez-leur les documents relatifs aux tentatives ultérieures de contacter Monsieur Sterling. L'écran afficha des dates, des montants et de brèves descriptions. Tentative de chantage par lettre anonyme exigeant $150 à Kelvin, en 2009. Prise de contact au domicile privé de Monsieur Sterling pour une demande de fonds pour une nouvelle entreprise en 2014. Un sentiment de satisfaction m'envahit. Ils ne m'ont pas seulement abandonné. Ils ont passé les 20 années suivantes à saigner à blanc l'homme qui m'a sauvé. Votre père, Arthur Sterling, poursuivit Harold, sa voix s'adoucissant légèrement tandis qu'il me regardait. Il nous surveillait de près. Mais il a veillé à ce que vous soyez en sécurité, protégés et à ce que personne ne manque de rien. Il a même payé vos études à la prestigieuse Rhode Island School of Design. Il ne vous a pas volé, Monsieur Winters. Il a simplement comblé le vide que vous avez créé. James se laissa tomber de sa chaise. Son masque de luxe s'était enfin brisé, remplacé par la sauvagerie viscérale dont je me souvenais de mon enfance. Il me détestait. Il m'a toujours détesté pour avoir quitté sa cage dorée. Il utilisait son argent pour contrôler tout le monde. Et maintenant, il s'en sert pour enfoncer le couteau dans la plaie une dernière fois. Il vous a acheté, Olivia. Il a acheté tout votre avenir. Je pris enfin la parole, d'une voix basse et assurée, perçant le chaos soudain. Vous vous trompez, papa. Il n'a pas acheté mon avenir. C'est vous qui l'avez vendu. Mon père tressaillit, mais son expression blessée fut fugace, aussitôt remplacée par une vague de colère brûlante. Vendu. La voix de James se brisa et il frappa violemment ses mains sur la table, se penchant au-dessus du meuble en acajou. N'ose même pas me parler de vendre quoi que ce soit. Ce vieil homme m'a détesté toute ma vie. Il nous a donné juste assez d'argent pour disparaître, pour quitter la ville et échapper aux dettes qui s'accumulaient. Et maintenant, tu es là, dans ton beau tailleur, à parler de vendre ta vie. On avait peur, Olivia. On était désespérés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est servi comme prétexte pour me rejeter définitivement et te modeler à son image. Sarah, sanglotant à présent ouvertement, me tendit une main tremblante. S'il te plaît, ma chérie, on était malade. Ton père était sous une pression terrible et je n'arrivais pas à me lever. On pensait que tu irais mieux. On pensait que le système te placerait dans une famille aimante et stable. On avait juste besoin de temps pour se remettre sur pied. Et chaque fois que nous levions les yeux, les années avaient filé à toute vitesse. Le spectacle était écœurant. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix perçant leur jeu théâtral. Plus froide et plus dure que le diamant au doigt de Sarah. 19 ans, ai-je dit, comptant les années sur mes doigts comme si je tamponnais une facture impayée. 19 ans pour que vous envoyiez une lettre, une carte d'anniversaire bon marché, un courriel anonyme disant « On ne t'a pas oublié ».
Tu as vérifié l'argent, papa. Monsieur Sterling vient de prouver que tu as appelé et fait chanter mon grand-père, mais tu ne t'es jamais soucié de moi. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Vous n'étiez pas malade. Vous étiez des criminels qui ont fait passer vos arnaques avant votre enfant. Et toi, maman? Je me suis tourné vers Sarah, dont les larmes coulaient maintenant à flots. Vous ne m'avez pas choisi une famille stable. Vous m'avez abandonné sur un banc froid devant un bâtiment administratif et vous avez laissé l'État décider de mon sort. Je n'ai pas été placé dans une famille parfaite. J'ai vécu dans une demi-douzaine de foyers d'accueil. J'ai dîné avec des inconnus. J'ai appris à me faire toute petite pour ne gêner personne. La franchise brutale les a frappés de plein fouet. James a fini par détourner le regard, la mâchoire crispée. Tu parles de se mettre en forme. Ai-je poursuivi, la voix s'élevant. Mon grand-père, ce milliardaire froid que tu méprises, au moins, a engagé des gens pour que je sois habillée et scolarisée. Mais celle qui m'a vraiment élevée, elle s'appelait Hélène. C'était une institutrice à la retraite qui s'est occupée de moi quand j'avais 15 ans. C'était une inconnue, et pourtant, elle était présente à toutes les réunions parents-professeurs et m'a aidé pour mes dissertations d'entrée à l'université. Hélène ne m'a pas donné d'argent, mais elle m'a appris à assumer mes responsabilités. C'est quelque chose que vous deux, mes propres frères et sœurs, n'avez jamais été prêts à faire. N'ose même pas comparer cette femme à nous. James a explosé, s'est levé d'un bond et a jeté sa chaise contre le mur. On t'a donné la vie. Espèce d'ingrat, de petit snob froid. Tu crois que les conséquences des actes d'une inconnue valent plus que le sang? Je me suis levé et j'ai accueilli sa fureur avec un calme glacial. Oui, je le sais. Tu m'as donné mon ADN. Hélène m'a offert un avenir. Et te voilà, non pas soudainement prise de remords, mais uniquement pour l'argent. Tu veux parler d'ingratitude? Tu fais obstacle à l'homme que tu as tenté de tromper. Tu réclames de l'argent à la fille que tu as abandonnée. Pour toi, la famille se résume à une transaction, et cette transaction, messieurs et dames, est terminée. Point final. Mon père resta figé. Son visage exprima un mélange répugnant de colère et d'incrédulité. Il n'avait plus d'arguments, seulement des menaces. Tu crois que c'est fini, Olivia? Tu te prends pour une requin? Tu ne tiendras pas 6 mois à la tête de cet empire. Et quand tu t'effondreras, ne viens pas ramper jusqu'à nous. Avant qu'il ne puisse l'insulter davantage, Harold appuya discrètement sur un bouton sous la table. 2 hommes massifs et silencieux, vêtus de costumes sombres, apparurent aussitôt à la porte. Monsieur et Madame Winters, dit Harold d'un ton méprisant. Cette réunion est close. Toute communication ultérieure avec Mademoiselle Winters sera considérée comme du harcèlement et sera traitée en conséquence. Sarah laissa échapper un dernier choix dramatique tandis que les gardes les guidaient doucement mais fermement vers la sortie. Tu le regretteras. La famille, c'est tout ce qui te reste. Lorsque la porte se referma, le silence qui s'installa fut lourd et pesant, non pas de tension, mais de désespoir émotionnel. Il restai immobile. Je me sentais vidé de toute substance, comme si la colère enfouie des 19 dernières années m'avait été arrachée de la poitrine. Harold attendit patiemment que je me laisse retomber dans mon fauteuil, les mains tremblantes. « Ça va, Olivia ?» J'acquiesçai lentement. Je me sens plus légère. Merci, Harold, pour tout. Il rassembla les papiers éparpillés avec un calme méthodique. Votre grand-père était un homme qui privilégiait le sens à la richesse. Ce qui nous amène à la partie la plus importante du testament. Les chiffres financiers sont significatifs. Oui, le manoir, 200 millions de dollars d'actifs liquides et les actions majoritaires de Sterling Group, mais l'essence de l'héritage n'est pas monétaire. Harold ouvrit le dernier dossier en papier craft. Votre grand-père était très conscient de votre. Il avait vu la force que vous aviez forgée au sein du système de placement familial, et il respectait la femme que vous étiez devenue malgré tout. C'est pourquoi la majeure partie de ses liquidités et un pourcentage des bénéfices annuels de l'entreprise sont affectés, sous certaines conditions, à la Fondation Arthur Sterling pour les jeunes abandonnés. J'en ai eu le souffle coupé. Une fondation pour des enfants comme moi. Sa mission, offrir un logement stable, des ressources thérapeutiques et un financement pour les études des jeunes adultes qui quittent le système de placement familial. Et il y a une dernière condition, vous devez en être la présidente directrice générale. Il a décidé que cette responsabilité était non négociable et non transférable. L'objectif était immédiat et profond. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était une mission. Mon grand-père ne m'avait pas seulement offert une vie facile. Il m'avait donné les moyens de reconnaître chaque instant douloureux que j'avais enduré. C'était sa dernière leçon, silencieuse, transformer ses blessures en sagesse. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Les mains d'une survivante, pas celles d'une âme en peine. La décision a été immédiate. Dis-moi où signer, Harold, ai-je dit, et le vide a fait place à une clarté puissante et déterminante.
J'accepte l'héritage dans son intégralité et j'en assume la responsabilité. Je crois que je sais enfin quoi faire de tout cela. 6 mois s'écoulèrent dans le fonctionnement paisible et régulier du groupe Sterling. J'emménageai dans le manoir, non pas en intrus, mais en propriétaire. J'y installai des œuvres d'art minimalistes, troquai les lourds rideaux de velours contre du lin et transformai l'intimidant bureau en acajou en un siège social lumineux et fonctionnel pour la nouvelle fondation Arthur Sterling pour les jeunes abandonnés. Le manoir ressemblait moins à un musée qu'à une maison, une forteresse construite par mon grand-père, désormais habitée et humanisée par moi. Diriger la fondation fut le travail le plus difficile et le plus gratifiant que j'ai jamais accompli. Nous offrions de la stabilité à de jeunes adultes quittant le système de placement familial, le filet de sécurité qui m'avait toujours manqué. Chaque réussite, chaque étudiant admis à l'université, était comme une riposte directe à la négligence dont j'avais souffert durant mon enfance. J'honorais un homme que je n'avais jamais rencontré, dont le soutien discret m'avait permis de construire cette vie. Mon dernier engagement émotionnel fut envers Hélène. Je me rendis en voiture à sa modeste maison, portant la pile de documents juridiques, les papiers de résiliation, les actes de fiducie, le testament. Elle m'écouta en silence, dans sa cuisine couleur cannelle, tandis que je déposais les documents. Je lui racontai toute cette histoire rocambolesque. Quand j'eus fini, elle ne montra ni pitié ni surprise, juste un doux sourire. « Tu sais, Olivia, dit-elle en me versant une tasse de thé, Monsieur Sterling a peut-être payé les factures, mais c'est toi qui as fait le travail. Tu as toujours eu la force de choisir le bon chemin, même dans les moments les plus sombres. » Je lui parlais. Alors de la fondation, du manoir et de l'héritage que mon grand-père m'avait confié. Je regardais la femme qui m'avait appris le vrai sens de l'engagement. La femme qui, tout simplement, avait été là chaque jour pendant 3 ans. Je sais que le monde voit Arthur Sterling comme mon bienfaiteur, dis-je d'une voix rauque. Mais toi, Hélène, tu es ma famille. C'est toi qui m'as appris ce que sont la constance et l'amour. Finalement, je me suis autorisé à prononcer le mot que je n'avais jamais osé dire à personne d'autre qu'à la montre vide de mon père. Maman et Hélène tendirent la main par-dessus la table, la sienne chaude et dure, et me serra la mienne. Elle ne me reprit pas. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de James ni de Sarah. Harold s'est assuré que l'ordonnance d'éloignement soit impenetrable. Ils étaient relégués au passé, leur influence réduite à une simple mise en garde. Leur amour toxique et intéressé n'était plus qu'une coquille vide. L'amour pragmatique et distant de mon grand-père était un roc. Mais l'amour qu'Hélène avait choisi, à l'époque, était le foyer chaleureux bâti par-dessus. Un soir, je me tenais sur le balcon du manoir, contemplant le vaste parc impeccablement entretenu. Je n'avais pas seulement hérité d'argent. J'avais hérité de justice. J'avais hérité de sens. Et j'avais enfin compris que la famille ne se définit pas par les liens du sang, mais par l'engagement inconditionnel de ceux qui choisissent de rester. Que plus que 120 millions de dollars ou n'importe quel manoir, c'était le seul héritage qui comptait vraiment.